2 jours après qu'un missile balistique a détruit une école primaire à Ramat Gan, dans la banlieue de Tel Aviv, un autre missile lancé depuis le Yémen a touché une cour de récréation à Jaffa samedi après l'échec des tentatives d'interception. Des dizaines de personnes ont été légèrement blessées par des éclats d'obus et des rapports indiquent que les commandants Houthis ont fui Sanaa, la capitale du Yémen, en prévision de la réponse d'Israël. À peu près au même moment, un drone armé venant de l'Est a été intercepté dans l'enveloppe de Gaza. Au cours des dernières 24 heures, l'armée de l'air israélienne a maintenu des patrouilles aériennes pour intercepter d'autres attaques, tandis qu'au Yémen, les forces américaines ont attaqué un centre de commandement Houthi et qu'un avion américain a été accidentellement abattu par un tir ami provenant de l'un de leurs propres navires. Tout cela laisse entrevoir la possibilité de frappes israéliennes encore plus sévères sur les Houthis que ce que nous avons déjà vu. Les Houthis ont fait un mauvais pari et ils sont peut-être sur le point de tout perdre. Pendant ce temps, à la frontière entre Israël et la Syrie, les médias arabes rapportent que les forces de défense israéliennes présentes en Syrie ont arrêté 2 personnes qui s'étaient approchées d'un point qui appartenait aux Nations Unies. Mati Shoshani, analyste principal de TBN pour le Moyen-Orient, expliquera pourquoi. Toujours dans l'actualité, à la suite de réunions de haut niveau avec des responsables américains à Damas, il a été annoncé que la prime de 10 millions de dollars sur Abu Mohamed al-Joulani, le chef du groupe HTS qui a effectivement pris le contrôle de la Syrie, a été annulée. S'agit-il d'un exemple de pragmatisme ou les États-Unis regretteront-ils cette décision? Seul l'avenir nous le dira. En attendant, une question plus immédiate se pose. Pourquoi l'armée russe se retire-t-elle de Syrie et où ses forces iront-elles? Dans la bande de Gaza, des progrès sont à signaler dans les négociations sur la prise d'otages, mais des questions subsistent et il n'y a rien de concret à annoncer pour l'instant. Toutefois, nous pouvons vous dire que l'équipe dirigée par le Mossad se trouve au Qatar et poursuit les négociations. Au cours du week-end, ils ont annoncé que des progrès avaient été réalisés en vue de la conclusion d'un accord sur les otages. Cet accord devrait inclure l'exil des terroristes du Hamas libérés vers des pays tiers. Toutefois, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a déclaré clairement qu'il n'accepterait pas de mettre fin à la guerre avant l'élimination du Hamas. Par ailleurs, Israël exige la libération de 34 otages au cours de la phase A et le Hamas a fourni la liste des terroristes à libérer. Nous examinerons de plus près l'accord proposé et certaines des complications potentielles. Nous avons beaucoup de choses à discuter aujourd'hui, alors plongeons dans les détails. Je suis Yair Pinto. Et voici votre rapport Boots on the Ground sur ce qui se passe en Israël au 43e jour de la guerre contre le Hamas, le Hezbollah, les Houthis au Yémen et toutes les milices chiites en Syrie et en Irak. Tous opèrent sous les auspices de l'Iran, le chef de l'axe du mal au Moyen-Orient. Avant de commencer, je tiens à vous rappeler que nous travaillons dur pour vous apporter la vérité. Prenez donc une seconde pour trouver le bouton d'abonnement et cliquez dessus si vous ne l'avez pas encore fait afin de ne jamais manquer un autre épisode de Boots on the Ground. Samedi matin, Tsahal a identifié le lancement d'un missile balistique depuis le territoire contrôlé par les Houthis au Yémen et des tentatives ont été faites pour intercepter ce missile. Cependant, ces tentatives ont échoué et le missile a touché Jaffa, la ville portuaire de Jaffa, qui compte une population mixte de juifs, d'arabes et d'autres personnes. L'armée de l'air israélienne enquête sur les raisons de l'échec des tentatives d'interception de ce missile. Et les résultats de cette enquête intéresseront probablement aussi nos alliés américains et européens. Entre-temps, le missile a touché un terrain de jeu situé entre des immeubles d'un quartier résidentiel de Tel Aviv et de Jaffa, et plusieurs personnes ont été touchées par des éclats d'obus et des bris de verre. La situation aurait pu être bien pire, mais comme il y avait eu un avertissement, la plupart des habitants de cette zone étaient déjà entrés dans des espaces protégés, comme des millions d'autres habitants du centre d'Israël. Après cette attaque, Hazem el-Assad, haut responsable Houthi, a tweeté à plusieurs reprises en hébreu que Tel Aviv, Gush Dan et le Grand Jaffa sont touchés. Plus tard, il a de nouveau affirmé que les Houthis disposaient de missiles hypersoniques, déclarant que les systèmes d'interception de missiles, qui coûtent des milliards de dollars, ne présentaient plus aucun intérêt.
La défaillance de tous les systèmes de défense israéliens signifie que la mort de l'ennemi sioniste est désormais inéluctable. Cela confirme la théorie selon laquelle les Iraniens utilisent les Houthis pour tester leurs armes les plus récentes, en leur donnant des versions avancées de leurs missiles afin de voir s'ils peuvent pénétrer les systèmes de défense d'Israël, qui sont parmi les meilleurs au monde. Toutefois, les responsables de l'armée israélienne ont déclaré qu'il était important de préciser que les Houthis ne disposaient pas de missiles hypersoniques, comme ils le prétendaient. Il est possible de manipuler le rapport entre le carburant et l'ogive, et donc d'ajuster la vitesse et la portée des missiles, ce qui représente un défi pour les systèmes d'interception. L'armée de l'air et les industries aérospatiales israéliennes étudient et examinent les échecs d'interception et intégreront les leçons tirées de cet incident dans les futures mises à niveau des systèmes existants. Il s'agit là d'un aspect normal de la routine hautement anormale du temps de guerre, et cela se produit également dans le contexte du conflit en Ukraine. Par ailleurs, l'absence de capacité à collecter des renseignements de qualité sur les Houthis est un autre sujet de préoccupation pour les services de sécurité israéliens. En raison de leur éloignement et du fait qu'ils étaient considérés comme relativement peu sophistiqués jusqu'à il y a environ 13 mois, les services de renseignement israéliens n'avaient pas de raison particulière de consacrer beaucoup de temps ou de ressources aux Houthis. Cependant, les Iraniens ont investi des ressources considérables dans les Houthis, les préparant à devenir une menace pour Israël et les États sunnites modérés du Golfe. Ils représentent aujourd'hui une menace beaucoup plus puissante et au cours de l'année écoulée, ils ont tiré plus de 170 missiles balistiques et plus de 200 drones sur des cibles stratégiques à l'intérieur de l'État hébreu. Il s'agit notamment de centrales électriques, des ports maritimes d'Ashdod et de Haïfa, de plateformes gazières et bien d'autres. Bien que la plupart de ces missiles et drones aient été interceptés par les systèmes de défense israéliens, aucune défense ne peut être hermétique. Si une cible stratégique en Israël était touchée et gravement endommagée, la situation stratégique s'en trouverait instantanément bouleversée. Cependant, les Houthis ne se contentent pas de viser Israël. Ils ont également tiré des dizaines de missiles et de drones sur des navires qui tentaient de naviguer dans les eaux internationales du détroit de Bab el-Mandeb qui relie l'océan Indien à la mer Rouge. Cette situation a fait d'eux un problème pour le monde entier, et les États-Unis et les puissances européennes les ont frappés à plusieurs reprises au cours de l'année écoulée afin de les convaincre de faire marche arrière. Samedi, l'armée américaine a fait une nouvelle tentative en menant des frappes précises sur un dépôt de missiles et un centre de commandement et de contrôle exploité par les Houthis dans la capitale yéménite de Sanaa, selon un communiqué du Pentagone. Pendant ce temps, en Israël, il a été rapporté que des avions de chasse ont été repérés en train de voler à basse altitude dans la région de Dain. Cela s'explique par l'activation de patrouilles anti-drones dans le cadre d'une évaluation de la situation et en réponse au nombre croissant d'attaques des Houthis ces derniers jours. Samedi également, un hélicoptère de combat a intercepté un drone dans l'enveloppe de Gaza, vraisemblablement lancé depuis le Yémen. En outre, des sources yéménites affirment que les Houthis ont secrètement donné des instructions aux hauts responsables de l'organisation, leur demandant de restreindre leurs déplacements et de les déguiser, de peur qu'ils ne soient considérés comme des cibles d'assassinat. En outre, l'état d'alerte a été relevé dans les zones contrôlées par les Houthis afin de se préparer à une éventuelle riposte israélienne à la frappe de Jaffa la nuit dernière. Ces informations ont été confirmées par le portail d'information saoudien Al-Qadat. Au milieu de toute cette activité, un avion de chasse, un Hornet, aurait été abattu par des tirs amis depuis le croiseur lance-missiles USS Gettysburg au-dessus de la mer Rouge. L'équipage de l'avion a été sauvé. Ici, à TBN francophone, nous continuerons à rendre compte des développements en mer Rouge. Aidez-nous en continuant à partager nos vidéos sur YouTube et en nous suivant sur nos réseaux sociaux. Abonnez-vous à cette chaîne YouTube pour nous aider à toucher davantage de personnes dans le monde. Je tiens également à vous rappeler que nous avons un nouveau site web où vous pouvez faire un don ponctuel ou bien mensuel. Pour cela, rendez-vous sur tbnfr.org. Notre chaîne ne subsiste que par vos dons, ce qui garantit l'indépendance et la transparence de nos rédactions et émissions. Passons maintenant à la région frontalière du Nord.
Le journal arabe Al-Akhbar a rapporté samedi que les forces de Tsahal présentes en Syrie ont arrêté 2 personnes qui s'étaient approchées d'un point qui appartenait aux forces des Nations Unies dans la ville de Jabba, dans la région de Quneitra. L'agence de presse Antonia a également rapporté qu'hier, les forces ont capturé les villages de Jamla et de son ouest dans le bassin de Yarmouk et qu'elles s'étaient précédemment emparées des villages de Mazarat Baïdjin et de Maghwar el-Mir dans la province de Damas. En réponse, les résidents locaux ont organisé une manifestation au cours de laquelle les forces de Tsahal ont ouvert le feu sur la foule depuis les collines où elles étaient stationnées, blessant une personne. Avant de passer à Mati Shoshani, analyste principal de TBN pour le Moyen-Orient, pour un examen plus approfondi de la situation en Syrie, je tiens à vous rappeler que, bien qu'il y ait un cessez-le-feu au Liban et que l'intensité des combats à Gaza ait diminué de manière significative, Israël est toujours en guerre. La menace permanente des Houthis et de l'Iran pèse sur le pays et nous n'avons même pas commencé à nous remettre des dégâts économiques causés par cette guerre. Revenons maintenant à l'actualité et concentrons-nous sur l'effondrement du régime de Bachar el-Assad en Syrie, un événement sismique qui a provoqué une onde de choc au Moyen-Orient. De l'effondrement des corridors de contrebande iraniens à l'affaiblissement de l'emprise du Hezbollah sur le Liban, ce séisme géopolitique est en train de remodeler la région. Mais nous devons regarder au-delà des gros titres pour voir qui remplit le vide laissé par Assad. Quel rôle jouera Israël face aux menaces croissantes des mandataires iraniens en Syrie et au Liban? Et comment les puissances régionales comme la Turquie et les puissances mondiales comme la Russie et les États-Unis se positionnent-elles dans cette nouvelle réalité? Pour nous aider à analyser ces développements critiques, je passe la parole à Mati Shoshani, analyste principal du Moyen-Orient à TBN, pour une analyse approfondie. Mati, c'est à vous. Merci Yair. Cette semaine a marqué un tournant dans l'histoire du Moyen-Orient. L'effondrement du régime de Bachar el-Assad, longtemps considéré comme la pierre angulaire de l'influence de l'Iran dans la région, a entraîné une vague de changements aux conséquences considérables. Le reportage d'aujourd'hui nous vient de Nir Oz, où nous venons de réaliser une interview unique avec l'une des histoires les plus touchantes d'otages détenus par le Hamas qui ont été libérés. Ce reportage sera bientôt diffusé sur cette chaîne. Commençons par les faits. Le régime d'Assad s'est effondré après une offensive rapide et coordonnée des forces rebelles, soutenues par l'armée turque. Les villes sont tombées les unes après les autres. D'abord Alep, puis Homs et enfin Damas. La chute d'Assad a effectivement coupé le corridor terrestre sur lequel l'Iran s'appuyait depuis des décennies pour approvisionner le Hezbollah en armes, en fonds et en combattants. Cette évolution a mis le Hezbollah dans une situation désastreuse. L'organisation subit de lourdes pertes au Liban, aggravées par les frappes aériennes israéliennes ciblant leurs infrastructures sans voie d'approvisionnement direct à travers la Syrie. Le Hezbollah doit désormais recourir à la contrebande à petite échelle, bien moins efficace que ses opérations précédentes. Pour l'Iran, il s'agit d'un cauchemar stratégique. L'effondrement d'Assad n'a pas seulement isolé le Hezbollah, il a également exposé les vulnérabilités de l'Iran. Des rapports indiquent que Téhéran s'efforce de réévaluer sa stratégie régionale. En particulier, ses mandataires en Syrie et au Liban sont soumis à une pression croissante. La Turquie, quant à elle, voit dans tout cela une occasion d'étendre son influence. Comme toujours, devrais-je dire. Les forces soutenues par la Turquie contrôlent désormais des régions clés du nord de la Syrie et les ambitions d'Erdogan d'établir une zone tampon contre les forces kurdes deviennent une véritable réalité. Cette décision complique encore davantage la dynamique déjà volatile de cette région. Le retrait de la Russie de la Syrie constitue un autre changement important. L'imagerie satellitaire confirme que les forces russes déplacent leurs ressources, probablement en raison de la pression exercée par la guerre en Ukraine. Toutefois, la Russie négocie le maintien de sa base navale de Tartous, ce qui montre que Moscou n'est pas totalement exclu du jeu. Quels en sont les défis pour Israël ? Avec le recul des puissances occidentales, Israël se retrouve comme le seul acteur régional à contrer activement l'influence iranienne. L'armée de l'air israélienne a intensifié ses frappes contre des cibles iraniennes et du Hezbollah, tandis que les forces armées israéliennes renforcent leur défense le long de la frontière nord et dans la vallée du Jourdain.
Mais les défis d'Israël ne se limitent pas à la Syrie et au Liban. Au Yémen, les Houthis soutenus par l'Iran continuent de lancer des attaques contre les intérêts israéliens. Une menace croissante qu'Israël ne peut se permettre d'ignorer. La question est donc de savoir ce qui va suivre. L'Iran, bien qu'affaibli, est loin d'être hors jeu. Téhéran pourrait tenter de déstabiliser davantage la Jordanie ou de consolider son emprise sur l'Irak et le Yémen. Israël, en revanche, est prêt. Des rapports suggèrent que des plans sont en place pour des actions préventives afin de contrer toute résurgence des mandataires iraniens. Dans le contexte régional plus large, les États arabes comme l'Arabie saoudite et l'Égypte doivent décider s'ils restent passifs ou s'ils s'allient à Israël pour contrer la menace iranienne. Et leur inaction pourrait avoir des conséquences désastreuses pour la stabilité régionale. En fin de compte, la chute d'Assad marque le début d'une nouvelle ère au Moyen-Orient. L'équilibre des forces a changé, mais les défis sont loin d'être terminés. Les jours à venir mettront à l'épreuve la détermination d'Israël, qui navigue en terrain inconnu. Merci Mati pour cette analyse détaillée. Comme nous l'avons entendu, l'effondrement du régime Assad n'a pas seulement isolé l'Iran, il a également contraint d'autres puissances régionales et même mondiales à réévaluer leur position régionale. Ici à TBN francophone, nous nous engageons à vous tenir informés de ces développements critiques, alors n'oubliez pas de visiter notre site web tbnfr.org pour nous aider à créer plus de vidéos comme celle-ci en devenant partenaire mensuel, ou bien vous pouvez aussi cliquer sur le bouton « Faire un don » sur YouTube ou sur notre site web. Passons à présent dans la bande de Gaza. Au cours du week-end dernier, Tsahal a poursuivi leurs vastes opérations dans la bande de Gaza en se concentrant sur des zones telles que Jabalia, Sajdaïa et Ran Younes. Les forces, y compris les divisions 162 et 36, se sont engagées dans des combats intenses, ont percé les lignes de défense du Hamas, ont éliminé de nombreux terroristes et ont capturé ou détruit d'importants stocks d'armes et de munitions. En outre, les forces ont localisé et détruit des tunnels terroristes, des dépôts d'armes et des lance-roquettes. Tout au long de cette activité, Tsahal a poursuivi leurs efforts pour protéger les civils israéliens des menaces émanant de la bande de Gaza, tout en endommageant de manière significative l'infrastructure terroriste et les capacités militaires du Hamas. Ces efforts visent en partie à faciliter la conclusion d'un accord prévoyant la libération des derniers otages israéliens dans la bande de Gaza. Il y a eu des signes de progrès dans ces négociations au cours du week-end. L'accord qui se dessine comprend 3 étapes principales. La première comprendra un cessez-le-feu temporaire et la libération des otages en échange de la libération de centaines de terroristes palestiniens. La deuxième étape pourrait être un cessez-le-feu à long terme et la libération d'autres otages. La troisième étape porterait sur la restitution des corps des otages morts en captivité. Une équipe israélienne dirigée par le Mossad se trouve à Doha, la capitale du Qatar, pour mener ses pourparlers avec le Hamas par l'intermédiaire de médiateurs égyptiens, qataris et américains. Des sources familières avec la question disent cependant qu'il y a encore des lacunes et qu'il faudra du temps avant de savoir s'il y a un accord réalisable sur la table. Mais les négociations progressent de manière positive. Selon des sources israéliennes, il semble que les deux parties soient disposées à conclure un accord, ce qui témoigne d'un certain optimisme. D'après des sources impliquées dans le processus, le Hamas a remis à Israël une liste de terroristes dont il exige la libération, mais Jérusalem a opposé son veto à la libération de personnalités de premier plan telles que Marwan Barghouti, qui purge 5 peines de prison à vie, et Ahmed Sadat, le planificateur de l'assassinat du ministre Avam Zevi, un ministre israélien. Israël insiste également sur le fait que certains prisonniers, s'ils sont libérés, ne seront pas autorisés à retourner dans la bande de Gaza, mais devront au contraire être exilés dans des pays comme la Turquie ou le Qatar. Il n'est toutefois pas certain que le Hamas accepte une mesure d'une telle ampleur. En outre, l'organisation n'a pas encore fourni de liste complète des otages vivants et décédés qu'elle détient, ce qui complique l'avancement des pourparlers. Pour sa part, Israël exige la libération de 34 otages dans la première phase de l'accord, dont 11 ne répondant pas aux critères habituels, en échange d'une compensation supplémentaire pour le Hamas. La question de la fin de la guerre pèse également sur les négociations.
et le Premier ministre Benjamin Netanyahou a déclaré dans une interview accordée au Wall Street Journal au cours du week-end qu'il n'accepterait pas un accord conduisant à la fin de la guerre avant d'avoir éliminé le pouvoir du Hamas dans la bande de Gaza. D'autre part, le Hamas exige des garanties pour un cessez-le-feu permanent en échange de la libération des otages, mais Israël refuse de s'engager sur ce point, craignant de perdre ses futures capacités de réponse militaire dans la bande de Gaza. Un autre différend important concerne le retour des personnes déplacées dans la partie nord de la bande de Gaza. Israël accepte d'autoriser un retour progressif des femmes et des enfants uniquement, mais exige un mécanisme pour empêcher le retour des milices armées du Hamas et des militants dans cette zone. Le Hamas rejette cette demande, estimant qu'elle est irréalisable. Comme vous pouvez le constater, il y a des raisons d'être optimiste, mais ce n'est pas encore fini. Ici, à TBN francophone, nous continuerons à vous informer de tout développement concernant l'accord sur les otages et en outre, nous prions ensemble pour la libération rapide de nos otages à Gaza qui sont détenus par les terroristes du Hamas. Continuez donc à diffuser la vérité. Abonnez-vous à cette chaîne YouTube pour nous aider à toucher plus de monde et prier pour le peuple d'Israël. Priez pour la sécurité des soldats de Tsahal, où qu'ils soient, dans les airs, en mer ou sur terre. Priez pour la sécurité des otages et au-delà, je veux que vous ayez des visages lorsque vous priez, afin que vous sachiez qui prier. Doron Steinberer, une infirmière trentenaire du kibbutz Kfar Aza, près de la frontière de Gaza, est connue pour sa nature compatissante et bienveillante. Sa famille la décrit comme une personne chaleureuse et attentionnée, faisant toujours passer les besoins des autres avant les siens. Le 7 octobre 2003, lors d'une attaque du Hamas sur le kibbutz Kfar Aza, Doron a été enlevée à son domicile. Elle était restée en contact avec sa famille pendant l'attaque, les informant du danger imminent avant que la communication ne soit perdue. Sa famille continue de plaider pour sa libération, en faisant appel aux communautés nationales et internationales pour obtenir de l'aide. Sa mère, Simona, s'est particulièrement fait entendre, appelant à redoubler d'efforts pour obtenir la libération de Doron. Priez pour le peuple d'Israël et surtout n'oubliez pas de prier pour elle. N'oubliez pas de prier pour la paix de Jérusalem. Ensemble, nous gagnerons cette guerre car Dieu est de notre côté.